Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à une sanction particulière qui est la nullité du contrat. La nullité est une sanction attachée aux conditions de formation du contrat. Si celles-ci ne sont pas respectées, alors la nullité du contrat est encourue par les parties. La réforme du droit des contrats de 2016 est venue modifier le régime de la nullité du contrat. En effet, de nombreuses modifications étaient nécessaires afin de consacrer dans le Code civil la pratique de la jurisprudence. Le premier article qui nous intéresse est l'article 1178. Celui-ci dispose que un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extra-contractuelle. Alors, décortiquons ensemble cet article. Celui-ci nous informe que la nullité du contrat peut être prononcée par le juge, mais également que les parties peuvent la constater d'un commun accord, c'est-à-dire en dehors des tribunaux, ce qui est pratique car gain de temps mais également d'argent. Cette nullité concerne les contrats ne remplissant pas les conditions requises pour être valides et supprime rétroactivement l'existence de ce contrat. Étant donné qu'il n'est censé n'avoir jamais existé, alors les prestations qui auraient reçu exécution donnent lieu à restitution, ce qui est logique car le contrat étant annulé rétroactivement, il n'est pas censé avoir pu être exécuté. Le droit à réparation de la partie lésée est également reconnu par cet article, en plus de la prononciation de la nullité. Qui peut invoquer la nullité du contrat ? Pour répondre à cette question, il faut d'abord opérer un rappel sur la distinction entre la nullité relative et la nullité absolue. C'est l'article 1179 du Code civil qui s'en charge en ces termes. La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général. Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d'un intérêt privé. Les articles suivants vont plus en détail. Ainsi, l'article 1180 nous dit que la nullité absolue peut être demandée par toute personne justifiant d'un intérêt ainsi que par le ministère public. Elle ne peut être couverte par la confirmation du contrat, ce qui veut dire que la nullité absolue ne peut pas être ignorée en confirmant le contrat. Les parties ne peuvent pas confirmer un contrat qui serait nul à cause d'une nullité absolue. Ces personnes justifiant d'un intérêt peuvent bien évidemment être les parties au contrat, mais elles peuvent également, dans ce cas, être des tiers au contrat. Pour la nullité relative, on le verra, c'est différent. C'est donc l'article 1181 qui régit la nullité relative et il nous dit que la nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger. Elle peut être couverte par la confirmation. Si l'action en nullité relative a plusieurs titulaires, la renonciation de l'un n'empêche pas les autres d'agir. Ainsi, le titulaire de l'action en nullité relative est la personne que la loi veut protéger. Elle pourra donc être la personne victime d'un vice du consentement, un incapable ayant contracté alors qu'il ne le pouvait pas, mais encore la partie qui se retrouve lésée car bénéficiaire d'une contrepartie illusoire ou dérisoire, etc. La nullité relative ne peut pas être invoquée par un tiers, sauf par exemple dans le cas d'un héritier, etc. Mais les cas sont assez restreints. Il peut y arriver aussi qu'il y ait plus de deux parties à un contrat. C'est pourquoi l'article 1181 précise également que si l'un des titulaires de l'action en nullité relative renonce à l'exercer, les autres pourront quand même agir. La renonciation de l'un est sans effet sur le droit des autres à agir. De même, la nullité relative peut être couverte par la confirmation. On a vu que dans le cas de la nullité absolue, cela n'est pas possible.
Dans le cas de la nullité relative, vu qu'on cherche à protéger une partie en particulier et non l'intérêt général, les parties pourront confirmer le contrat qui pourtant aurait pu être nul, déclaré nul. Enfin, la nullité peut être demandée par voie d'action ou par voie d'exception. Par voie d'action, ce sera quand une action est introduite devant le juge dans le but principal d'obtenir la nullité du contrat. La voie d'exception, c'est quand au cours d'une instance, la partie pouvant invoquer la nullité soulève l'exception de nullité. Par exemple, une action en justice est introduite afin d'obtenir l'exécution forcée du contrat par cette partie. Cette dernière soulèvera alors l'exception de nullité afin que la nullité du contrat soit constatée et qu'elle n'ait plus à exécuter son obligation. Il s'agira donc de la même nullité que celle demandée par voie d'action. Le contrat sera ici aussi annulé de manière rétroactive et censé n'avoir jamais existé. Le délai pour agir afin d'obtenir la nullité du contrat en justice est le même que la nullité soit relative ou absolue. En effet, la réforme du 17 juin 2018 a aligné les deux délais. L'action en nullité absolue était antérieurement trentenaire, donc 30 ans pour agir. Elle est maintenant, comme celle en nullité relative, de 5 ans, en accord avec l'article 2224 du Code civil. Il y a quand même une sacrée différence entre avant la réforme et après la réforme pour la nullité absolue, puisqu'on passe de 30 ans pour agir à 5 ans. Alors l'article 2224 du Code civil, lui, il nous dit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La nullité pour vice de consentement, quant à elle, est régie par l'article 1144 qui nous dit que le délai de l'action en nullité ne court, en cas d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé. Les points de départ de la prescription seront donc différents selon les cas de figure. Pour l'invocation de la nullité par voie d'exception, donc lors d'une action intentée par l'autre partie, l'article 1185 du Code civil dispose que l'exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n'a reçu aucune exécution. Donc si on essaye de vous faire faire une exécution forcée du contrat en justice, si ce contrat n'a reçu aucune exécution, l'exception de nullité n'étant pas prescrite, même si c'est un délai supérieur à 5 ans, vous pourrez la soulever. Nous l'avons déjà mentionné, si la nullité du contrat est prononcée, alors le contrat cesse d'exister de manière rétroactive, et ce, que la nullité soit relative ou absolue, invoquée par voie d'action ou par voie d'exception, ça ne change rien. Les parties seront remises dans l'état où elles se trouvaient à la conclusion du contrat litigieux. Cependant, la nullité peut dans certains cas être évitée, comme nous l'indique le Code civil. Ainsi, l'article 1182 dispose que la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés sans préjudice néanmoins des droits des tiers. Donc, comme vous avez pu le voir, la confirmation peut être expresse car enfermée dans un acte qui la constate, mais elle peut être aussi tacite. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. Le vice affectant le contrat et permettant d'obtenir sa nullité devra donc être mentionné dans l'acte. De plus, l'autre partie dispose d'une action interrogatoire. Ainsi, l'article 1183 nous dit que une partie peut demander par écrit à celle qui pourrait se prévaloir de la nullité soit de confirmer le contrat,
soit d'agir en nullité dans un délai de 6 mois à peine de forclusion. La cause de la nullité doit avoir cessé. L'écrit mentionne expressément qu'à défaut d'action en nullité exercée avant l'expiration du délai de 6 mois, le contrat sera réputé confirmé. Enfin, l'article 1184, quant à lui, dispose que lorsque la cause de nullité n'affecte qu'une ou plusieurs clauses du contrat, elle n'emporte nullité de l'acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l'engagement des parties ou de l'une d'elles. Le contrat est maintenu lorsque la loi répute la clause non écrite ou lorsque les fins de la règle méconnue exigent son maintien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé. Je vous invite à la liker et à vous abonner pour plus de contenu sur le droit et la fac de droit en général. Je vous souhaite une bonne journée, de bonnes révisions et de bons partiels.